l'essentiel. On va quand même continuer. Alors, tu parlais de... Bon, tu ne connais pas en littérature. Je ne dirais pas qu'on soit quand même dans ce qu'on appelle littérature quand on aborde le livre de Virginie Brinker. Hein, on est quand même dans un travail universitaire très sérieux avec son corpus conceptuel, son arsenal de bibliographique très lourd pour des questions qui ne sont pas nouvelles. Hein. On peut dire que bon, depuis toujours devant la certitude des actes humains, il y a la fragilité des supports iconographiques ou verbaux. Ici, c'est l'interrogation des mots et des images qui constituent le sujet principal du livre. C'est vrai que on ne dira pas que c'est un livre que tout le monde... il n'est pas accessible à tout le monde, quoi. Oui, ce n'est pas une question d'accessibilité, c'est aussi une question de... disons, d'habitude de lecture. Il faut une certaine habitude quand même pour entrer dedans. Je vais en dire une partie et le plus jeune dira le reste. Quand je suis entré dans ce livre, l'interrogation sur les images, certaines séquences qui ont été présentées sur le génocide à la télé, sur France, des films qui ont été faits, des livres qui ont été aussi faits, je me suis dit, ben, nous retrouvons devant les mêmes questions qui ont été posées chaque fois quand il y a quelque chose que les humains se sont eux-mêmes parfois perdus à qualifier d'inhumain. Les actes humains, éminemment humains, qui sont peut-être les plus humains, on a quand même l'indécence de dire ceci est inhumain. On prend quand même un génocide, c'est peut-être de tous les faits, le fait humain le plus total. En ce sens que il ne peut être conçu que par les humains. Ça n'existe dans aucune autre dimension que par les humains. Quand on est en face d'un génocide, on est en face de ce que l'humain seul peut faire. Donc c'est l'acte éminemment humain. Et ce qui est quand même le plus compliqué, le plus complexe, c'est que les actes éminemment humains deviennent pour nous le lieu d'une interrogation qui revient tout le temps. A-t-on la légitimité de parler d'un génocide quand on ne l'a pas soi-même subi? Ce qui à un moment pose une question. La personne ou la tierce personne qui vient en observateur, qu'elle ait écouté des gens, témoins directs ou pas, a-t-elle une légitimité? Jean Asfeld a été interrogé dans ce livre-là en reprenant les critiques qui lui ont été faites. Et assez souvent, qu'est-ce qui va se présenter? Il y a une accusation qui est elle aussi récurrente. Elle vient aussi de la manière dont on fictionnalise ou on scénarise une horreur humaine. Mais ce qui est quand même relativement curieux, c'est que quand on écoute des gens qui ont été victimes, on ne se rend pas compte qu'ils verbalisent. À partir du moment où ils mettent des mots sur leur propre horreur, ils sont aussi dans la fiction. Ce n'est pas parce qu'on a vécu le génocide qu'on en sait plus que ceux qui sont de l'extérieur. D'ailleurs, on peut même dire que quelqu'un qui est pris dans l'horreur voit moins que des observateurs, dans la mesure où, à un moment, on voit quand même des êtres humains réduits à des bêtes, n'ayant plus que la nécessité de sauver leur peau. Le fait total global qui se passe sur un espace aussi élargi qu'un pays, même si c'est tout petit, il faut une loupe pour voir le Rwanda, est quand même un peu trop complexe pour quelqu'un qui est pris dans l'horreur du génocide. À un moment, il est même réduit à sa douleur qu'il n'est pas non plus le témoin idéal. À quel moment l'image ou le mot dit par le témoin direct ou par la tierce personne devient intéressant, important, objectif? Peut-être l'interrogation de la fiction a, à mon avis, un sens. Les ouvrages de Koulsi Lamko, de Boubacar Boris Diop, de Thierno Mouniembo, de Véronique Taillot ont quand même cette valeur-là qu'à un moment, quand on est écrivain, il y a déjà, peut-être là où Waberi
faisait de l'ironie, alors que c'est quand même ça l'écriture. On peut se dire même que au moment où on sectionne les tendons des Tutsis, on peut aussi, à partir de là, penser aux cordes d'où on tire des harmonies. Je pense que la fiction se place au-dessus même de la légitimité. Quelqu'un qui se permet d'entrer dans la fiction est quand même seul responsable de la valeur qu'il donne au mot. On peut de l'extérieur interroger quelle est sa légitimité. Il y a quand même une chose, l'écrivain n'a de légitimité à demander à personne. Il peut, de n'importe quelle horreur, faire ce qu'il sait et doit faire, créer une valeur esthétique. Est-ce que cette valeur esthétique dit mieux que le témoin d'un journaliste, la complexité d'un fait aussi total? C'est là peut-être que je me suis toujours pris à m'étonner de la prétention des écrivains. On dit la littérature est peut-être capable de faire ce que les autres genres ne peuvent pas. Il n'est pas nécessairement prouvé qu'elle en fasse plus, parce que n'importe quel écrivain qui aborde l'horreur comme celle-là est aussi dans une idéologie. Quand on lit les auteurs, même si ce ne sont que des romans, on sait d'où ils parlent, quelle est leur vision quand même de ce fait qui interroge des rapports entre des nations, la France et le Rwanda. L'auteur aussi fabrique une image, un discours en fonction de ses convictions. S'arrêter sur les tourments, passer la parole à Philippe sur le même sujet. Bonsoir tout le monde, bonsoir cher Palabreur, merci de m'avoir invité ici. Et surtout que je n'ai pas l'habitude de vous rejoindre et que je n'ai pas l'habitude de faire des chroniques. Je vous remercie d'autant plus pour cette confiance et je vais essayer d'en être à la hauteur. Sur le magnifique ouvrage de Virginie Bocquer, qui est un essai de théorie littéraire sur un corpus d'ouvrages d'auteurs africains, essentiellement, et de films, mais plutôt d'auteurs d'autres continents, notamment anglo-saxons, américains, qui revient sur le génocide du Rwanda à partir d'un fait, sa médiatisation. On considère essentiellement que c'est le génocide, c'est un génocide vu à la télé. C'est un génocide dont on nous a donné la connaissance. Quel type de connaissance? C'est ce que le livre interroge également en partie introductive. Et il y a cette dimension éthique qui est interrogée au sujet de la façon dont sont montrées les images, des monceaux de corps, des monceaux de chair, et qui fait également un parallèle avec la façon dont la médiatisation massive de notre époque traite les questions d'actualité, donc de façon très immédiate. Ce qui fait que c'est sans doute le propos de Virginie, ou c'est sans doute son but, d'avoir voulu d'interroger la littérature afin de montrer dans quelle mesure la littérature qui fait œuvre de médiation et non de médiatisation pouvait montrer, pouvait informer, pouvait parler du génocide sur un autre ton, d'une autre façon, et quels sont les moyens qu'elle utilise afin de toucher, afin de montrer. Et finalement, ce que je souhaiterais, c'est d'inviter Virginie, parce que ce livre, qui est quand même un corpus d'ouvrages, qui est un travail universitaire, non seulement littéraire, mais qui brasse plusieurs comment puis-je dire, plusieurs matières, si on peut dire, la philosophie, la psychologie, l'anthropologie et même l'histoire, mais a suscité en moi plusieurs questions. Et les réponses... On y reviendra. Très, très bien. On y reviendra. Entendu. Ce ne sont pas des questions que tu me poses, mais ton analyse. Mon analyse, finalement,
au-delà de l'aspect éthique, qui finit par déboucher sur l'aspect esthétique, donc de la littérature, et débouche sur l'identification de techniques utilisées par les auteurs, aussi bien par le cinéma que par les écrivains. Il y a une identification d'un style iconique. Donc, l'identification du style iconique passe à travers certains éléments de monstration. Donc, quel a été le choix des auteurs? Donc, le livre démontre, part du choix des auteurs, les analyses, aussi bien dans les procédés stylistiques utilisés, et finit par donner un point de vue, à travers toujours cette étude, sur l'avantage de la littérature par rapport à la simple, aux sciences cognitives pures, qu'on coupe également à la médiatisation des masses médias. Donc finalement, la littérature, en apportant un aspect esthétique, en apportant également une prise de distance, mais avec cette liberté dont on vient de parler, se permet, par le tempo lent qu'elle suscite, qu'elle implique, de dire ce que l'image ne montre pas, ce que l'histoire ne montre pas, parce que forcément teintée d'idéologie, d'a priori sans doute, et parce que forcément teintée d'idéologie et d'a priori, a-t-elle finalement une sorte de neutralité, et je rebondis sur la question de Samy, a-t-elle finalement cette neutralité, a-t-elle finalement, se départit-elle finalement de parti pris? Voilà en gros ce qu'on peut dire de ce travail, en tout cas d'un grand intérêt pour la littérature, notamment dans la mesure où elle montre les possibilités de la littérature et ses forces et sa spécificité naturellement. Alors, tu as commencé par un mot très gentil à l'égard du livre. Je suppose que tu le recommandes. Vivement. Il faut surtout rappeler que c'est un travail d'universitaire, que c'est un travail très technique, et que c'est un travail... enfin, je dirais que en parler dans le cadre de palabres littéraires, ce n'est pas un cadre qui n'est pas approprié. Hein. Non, ce n'est pas mon propos. Change du type d'ouvrage qu'on a l'habitude de présenter, étant donné que c'est un essai sur la littérature, c'est pas de la fiction. C'est à recommander dans la mesure où son parler sur la littérature nous montre ses possibilités et, dans une moindre mesure, ses limites. Ses possibilités SES ou CES? SES. Verdict, recommande ou pas? Samy Tchak. Chaudement. Non, c'est bon. Oui, bon, comme tout travail universitaire, je pense quand même qu'il doit rentrer dans une certaine nécessité. Je ne pense quand même pas que tout le monde pourrait le lire par curiosité. Je suis sûr quand même qu'il y a des gens qui le liraient parce qu'ils en sentent la nécessité. C'est un travail de recherche quand même qui doit aussi nourrir les chercheurs. Alors, il ne faut pas oublier quand même qu'assez souvent les travaux universitaires ont aussi un lectorat. Donc je ne suis pas sûr que tout le monde pourrait, même en l'achetant, avoir le courage de le lire. Et moi je préférerais que des gens qui l'achètent soient vraiment ceux qui ont intérêt et envie de lire un livre qui n'a rien à voir avec un essai littéraire. Hein. Ce n'est pas un essai littéraire, c'est pas... je le recommande vivement à ceux qui font des recherches quand même sur ces thèmes-là et qui pourraient trouver un prolongement de leurs propres questions. Au curieux également. Au curieux également. Merci Philippe. Merci.